Bonjour à vous, merci d'être avec nous en direct sur RT France. D'abord, comment fonctionne cette commission d'enquête et qui la compose? Alors c'est une commission d'enquête qu'on a mis en place depuis maintenant une dizaine de jours qui réunit les députés nationaux à l'Assemblée nationale de la France insoumise et les députés européens. Elle est coordonnée donc par Mathilde Panot qui est vice-présidente du groupe à l'Assemblée nationale, Éric Coquerel et moi-même. Et en fait elle se traduit par des auditions que nous organisons, alors en visioconférence bien sûr pour respecter le confinement, et des auditions de personnalités, de chercheurs, de syndicalistes, de travailleurs, de membres d'associations sur l'ensemble des sujets qui sont concernés par la bataille sanitaire, avec plusieurs objectifs. Un objectif, vous l'avez dit, de contrôle et de vérification des informations, parce que des fois, les gouvernements nous disent quelque chose et on se rend compte sur le terrain que ce n'est pas forcément exactement ce qu'on observe. Une démarche aussi qui vise à produire des propositions dans le moment actuel, et puis aussi qui vise à comprendre et à essayer de tirer des enseignements de ce que nous observons aujourd'hui. Qu'est-ce qui ressort des auditions ? Bon, alors j'invite les gens à aller consulter les auditions, parce que toutes les auditions sont publiques. On a tiré quelques enseignements. Par exemple, on a pu auditionner un syndicaliste des douanes qui a fait le point et qui nous a dit, ce qui nous a beaucoup surpris, qu'entre le mois de décembre et le début du mois de mars, en réalité, il n'y avait eu aucune commande de masques faite par l'État français pour pouvoir satisfaire les objectifs de protection des citoyens. On a pu auditionner l'ancien directeur de cette usine de fabrication de masques dans les Côtes d'Armor, qui nous a expliqué comment, quand cette usine a été fermée il y a 2 ans, des alertes qui avaient été lancées au président de la République, au ministère de l'économie, n'ont pas été suivies d'effet. On a pu auditionner des travailleurs, par exemple dans le secteur de l'aéronautique, qui nous disent qu'aujourd'hui, on leur demande de reprendre l'activité, alors que de leur propre point de vue à eux, leur activité n'est pas une activité essentielle à la bataille sanitaire. Voilà, pour vous donner quelques exemples. Il y a beaucoup de choses qu'on retire de ces auditions qui sont, à mon avis, très intéressantes pour mieux comprendre ce qui se passe et mieux comprendre aussi comment on peut améliorer la réponse politique à la bataille et à la crise sanitaire que nous connaissons. Mais c'est vrai qu'il faut reconnaître aussi qu'on vit une situation inédite, une crise sanitaire inédite. Très peu de pays y étaient préparés, y compris les plus grandes puissances de ce monde. Bien sûr que c'est une situation particulièrement exceptionnelle. Néanmoins, je pense que si nos sociétés sont frappées comme elles le sont aujourd'hui, c'est aussi parce que les politiques qui ont été mises en place ces dernières années ont affaibli nos capacités de résistance. L'exemple le plus frappant, c'est à quel point on a accepté pendant des années des délocalisations d'industries qui sont pourtant dans des secteurs qui sont stratégiques, la production de masques, les médicaments, la production du matériel médical. Et c'est ça aussi que nous payons aujourd'hui. De la même manière, les politiques de réduction et de compression des dépenses publiques, par exemple dans le secteur de la santé, on en mesure aujourd'hui les conséquences. Alors il ne s'agit pas de dire qu'on aurait pu tout imaginer avant. Il s'agit de dire d'abord est-ce qu'on a pu commettre des erreurs avant. Et puis il s'agit de dire aussi que la communication et le retard à l'allumage du gouvernement fait qu'on a le sentiment de ne pas être dans une gestion de crise, mais dans une gestion permanente de la pénurie qu'on cache ensuite par des exercices de communication. Ça a été très bien dit dans vos reportages tout à l'heure, sur le fait que finalement, comme on n'a pas de masque à vous produire, on va dire que ça ne sert à rien. Et je pense que ce défaut de franchise, ce défaut d'anticipation, cette difficulté des fois qu'on a à faire confiance en la parole politique, où on a l'impression que des choses nous sont répondues, mais qu'en réalité, ce n'est pas ce qui est observé sur le terrain, et cette difficulté à rompre avec des dogmes sur le marché et l'intervention de l'État dans l'économie, ça, on l'observe concrètement. Par exemple, qu'est-ce qu'on attend pour nationaliser l'usine Luxfer, qui est une usine de production des bouteilles à oxygène dont on a besoin. Et on a l'impression que sur ça, on se heurte à une forme de dogme idéologique où quand il faut que l'État intervienne dans la bataille sanitaire, dans le pilotage, la planification de l'économie pour faire face aux besoins qu'on observe aujourd'hui, là, on se heurte à une difficulté idéologique. Voilà ce qu'on essaye de pointer. Il s'agit de le faire de manière constructive. On n'est pas là pour dire que tout ce qui est fait n'est pas bon, mais il s'agit de dire comment on pourrait améliorer, qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux. Et la France insoumise, elle se présente là comme une force qui fait des propositions, voilà, dans l'état d'esprit dans lequel on est. Est-ce que, selon vous, on peut parler d'un masque gate ou pas ? Clairement, sur cette question, par exemple, des masques, je pense que tout le monde a compris désormais que non seulement il n'y a pas eu d'anticipation et on a accepté année après année de vider des stocks stratégiques, que y compris quand on a commencé à comprendre ici au plus haut niveau de l'État qu'il allait y avoir une crise sanitaire d'une ampleur inégalée, on ne peut pas dire que les mesures d'anticipation qui ont été prises à ce moment-là soient au point. Il n'y en a eu quasiment aucune
jusqu'au début du mois de mars, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et au troisièmement, on vient finalement masquer cette pénurie par des discours de communication comme celui du porte-parole du gouvernement qui nous dit ah, mais vous inquiétez pas, les masques, de toute façon, vous ne savez pas vous en servir. Donc je pense qu'effectivement, sur ce point-là, par exemple, c'est un point très concret sur lequel on peut dire que la réponse gouvernementale, honnêtement, n'est pas à la hauteur de la situation. Et à quoi va servir finalement cette commission d'enquête pour l'après-crise sanitaire ? Alors, elle sert et elle vise, en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on le voit, à servir déjà tout de suite. Vous savez que les députés ont des possibilités d'interpellation des ministres. Donc, des fois, ils utilisent pour leur interpellation des éléments qu'on a pu récupérer dans cette commission d'enquête. Elle vise aussi à en tirer des enseignements sur des axes à plutôt moyen ou long terme. Par exemple, on a auditionné des chercheurs qui nous ont pointé le lien qu'il peut y avoir entre les politiques de destruction de l'environnement, de la biodiversité et la multiplication des épidémies. On a pu interroger des syndicalistes dans le secteur du médicament qui nous disent attention, il y a urgence à ramener sur le territoire français ou européen des capacités de production des principes actifs des médicaments, parce que 80% de ces principes actifs sont aujourd'hui produits en Inde ou en Chine. Donc on en tire aussi bien sûr des réponses immédiates, mais aussi des axes qui vont prendre un peu plus de temps, mais sur lesquels il ne faudra pas louper le coche dans l'après-crise, parce que sinon l'après, ça sera comme avant, et finalement tout ça n'aura été qu'une parenthèse. Et je pense que le pire, ce n'est pas malheureusement la crise, même si elle est terrible, ce serait aussi qu'on n'arrive pas à en tirer demain les ressorts d'un monde nouveau. Merci beaucoup Manuel Bompard d'avoir répondu en direct à nos questions. Je rappelle que vous êtes eurodéputé de la France Insoumise.